Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième rendez-vous avec la diaspora algérienne. Et pour aujourd'hui, du sport et du rugby, plus précisément avec Azouz Aïb, responsable du partenariat à la Fédération Asie-Moyen-Orient de rugby. Il est avec nous à partir de Abu Dhabi. Bonjour. Bonjour Maya, vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir accepté de faire votre diasporama aujourd'hui. C'est vrai que je pense que c'est la première fois que nous parlons de rugby dans Diasporama, en tout cas. Alors, nous allons parler de rugby. Azouz Aït, donc vous connaissez bien le terrain algérien. Vous avez travaillé longtemps en Algérie. Vous avez cofondé la Fédération algérienne de rugby. Nous en parlerons tout à l'heure. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre nouvelle mission au sein de la Fédération de rugby Asie-Moyen-Orient. Depuis combien de temps vous y êtes et quelle est votre mission au sein de cette fédération? Alors c'est un travail qui est tout nouveau pour moi, hein. Je suis arrivé il y a quelques jours donc dans ce nouveau métier. J'avais moi déjà une connaissance de plusieurs partenaires, disons, de multinationales au niveau de l'international euh, à travers le monde. Et comme aujourd'hui le Moyen-Orient, l'Asie est en train de devenir une plaque très émergente au niveau du rugby, donc du coup ben, j'essaye de prendre le wagon, hein, au moment où les choses commencent à évoluer. J'ai eu la chance Mhm. d'avoir une expérience avec l'Afrique, avec l'Europe en tant que joueur, et surtout avec l'Algérie qui m'a formé, hein, dans ce que dans ce que j'ai commencé à œuvrer. Donc maintenant, le but, si vous voulez, ça va être de pouvoir faire épanouir le monde asiatique et en particulier le Moyen-Orient dans des événements un peu plus importants sur le rugby à 7, sur le rugby à 15, à la fois pour les hommes mais aussi pour les femmes. Oui. Alors, vous venez d'une expérience, comme vous l'avez dit, du continent africain, puisque vous avez été directeur général de Rugby Afrique pendant plusieurs années. Quel retour d'expérience pouvez-vous nous partager aujourd'hui de ce terrain africain, du rugby en Afrique? Bah, d'abord, ça a été une magnifique aventure, hein. J'ai eu l'opportunité de pouvoir voyager dans la majeure partie des pays où le rugby existe en Afrique, c'est-à-dire 39. On a 39 pays aujourd'hui qui possèdent une fédération en Afrique, dont bien sûr l'Algérie. On se rend compte en voyageant à travers l'Afrique qu'on a des pays totalement différents, avec des cultures Oui, totalement différentes, avec des peuples qui sont d'une humanité extraordinaire, de l'Algérie jusqu'à l'Afrique du Sud, en passant par le Congo et Madagascar. Et vraiment, c'est un continent qui est complètement fou et incroyable, qui détient une richesse d'abord sur les terres, mais surtout humaine, hein, plus que tout. Moi, je pense, comme beaucoup, que l'Afrique est le continent du futur pour diverses raisons. Mais c'est une école, hein, puisque même si on arrive dans des situations des fois qui paraissent un peu plus complexes, c'est pas qu'elles sont complexes en fait. C'est juste qu'on arrive avec des codes qui sont différents. Il faut s'adapter en fait à chaque pays où on puisse aller. Quelquefois, les choses ne sont pas évidentes, mais justement, c'est toute l'adaptation de l'être humain qui permet de pouvoir trouver des solutions. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. oui. Et le rugby est vraiment, est-ce qu'il est vraiment sport roi en Afrique ou ça reste le football? Comme dans tous les pays du monde, hein, le football reste maître dans 99% des pays au monde, mais Oui, le rugby prend une place de plus en plus importante, en particulier avec les pays de l'Afrique du Sud, hein, le Kenya, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la Namibie, Madagascar, qui est un pays où le rugby est le deuxième sport après la pétanque. C'est assez impressionnant ah d'ailleurs d'arriver oui, dans un pays qui est incroyable et où on voit des jeunes qui jouent tous les 200 mètres. La Tunisie aussi, hein, est un sport de rugby, même si on en entend peu parler, je veux dire, au niveau international, mais la Tunisie est vraiment un sport de rugby. C'est vraiment un pays de rugby. Le Maroc a aussi une culture du rugby qui est assez importante. Puis l'Algérie qui s'ouvre, hein, depuis quelques années au rugby. Euh, on manque
un peu plus d'infrastructures sur le territoire algérien pour des raisons d'expérience, hein, tout simplement, puisque Oui, l'Algérie et le Maroc et la Tunisie sont difficiles. C'est difficile de comparer les trois pays puisque l'histoire du rugby est arrivée d'une façon totalement différente. Puisque le rugby sur la Tunisie et sur le Maroc sont arrivés avec des pays étrangers. Et le rugby est revenu en Algérie avec des binationaux. Donc, de ce fait, il y a eu une intégration de ce sport qui a été faite de façon totalement différente, avec bien sûr des dates, hein, totalement différentes, puisque le rugby est arrivé avec plus d'une trentaine d'années à la fois en Tunisie et au Maroc. Et l'Algérie, le rugby est arrivé depuis un peu moins de 10 ans. Donc, on a une expérience qui est totalement différente. oui, d'ailleurs, on peut en parler, puisque vous parlez de binationaux, vous et et le président de fédération, vous avez cofondé en fait la Fédération algérienne de rugby. Est-ce que vous êtes parti de zéro? Est-ce qu'il y avait des équipes déjà qui existaient, qui étaient un peu en veille, ou alors il a fallu tout commencer, tout créer de zéro? Non, non, à l'époque, ce projet, il a été monté avec plusieurs de mes confrères, hein. On est parti de rien, en sachant que le rugby avait eu existé dans le passé, hein, Oui, bien avant qu'on arrive, hein. En fait, on a oui, juste rétabli le rugby, mais c'est un sport qui avait déjà joué. Les Algériens avaient déjà joué au rugby. Alors, les dernières équipes ont été, c'était, si je dis pas de bêtises, avec les coopérants. Donc, mhm, il y a des équipes qui est un championnat qui a joué jusqu'à 1972-1973. Ensuite, il y a des Algériens qui ont joué un petit peu dans les années 90, en particulier à la prise d'eau. Euh, et puis après, le rugby s'est éteint pour des raisons variées. Et donc, nous, on est revenu en fait en 2007 avec des clubs qui ont été à nouveau créés, avec Oran, avec Alger, avec Msila. Il y a plusieurs clubs qui ont été créés comme ça. Et puis, il y a un engouement de la part de la jeunesse algérienne qui est indéniable, hein. Après, le rugby, oui, c'est un sport où il y a où différents points où les Algériens se retrouvent dans l'ADN, hein. Le combat, la oui, solidarité, oui. le fait qu'on puisse travailler en équipe. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Après, c'est un sport de combat, hein. C'est un sport de combat collectif avec des règles. C'est assez physique, oui, assez physique. Alors, c'est assez physique. C'est un sport d'homme, hein. C'est un sport d'homme où les femmes jouent d'ailleurs. Même s'il y a des femmes, il y a des Bien femmes sûr, aussi. bien Hein. sûr. Vous avez même créé des clubs de filles, Oui, on a un des clubs. Silla notamment. Oui, 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 On a des équipes nationales féminines qui jouent, qui ont oui, participé il y a quelques années à des compétitions internationales. C'est un sport qui est à la fois pour les hommes et aussi pour les femmes. Le point fort du rugby et surtout la demande principale, c'est d'avoir du caractère. Normalement, chez nous, on n'a pas trop de problèmes, mais c'est quelque chose de très important. Après, concernant la chose qui est importante à savoir aussi, c'est que c'est un sport de contact, on a des blessures, mais statistiquement, sur ce qu'on voit à travers le monde, par exemple, on a plus de blessures graves au foot qu'au rugby. Alors, ça paraît un peu paradoxal, oui, mais c'est c'est une vrai. réalité, c'est factuel. Donc, de ce fait, l'image d'envoyer son enfant au rugby en imaginant qu'on va avoir des gros problèmes, de façon factuelle, vous risquez plus d'avoir des blessures importantes au foot qu'au rugby, pour différents facteurs. Mais en tout cas, voilà, c'est un sport en tout cas c'est un sport d'hommes, c'est un sport de paix, c'est un sport de respect et c'est un sport de combat. Donc, c'est un sport Oui, qui correspond parfaitement à l'ADN algérien. oui. Ça a dû donc être plus ou moins facile de recruter, de former, de créer des équipes, de les former, que ce soit des filles ou des garçons d'ailleurs, ou alors il fallait vraiment convaincre de venir au rugby plutôt que au foot ou un autre sport. Bah, les enfants, en fait, la plupart de la jeunesse ne connaissent pas vraiment ce sport. Lorsqu'ils Mhm. sont amenés à essayer, dans 90% des cas, ils veulent rejouer. En fait, Oui, trouvent oui, des, ils trouvent des spécificités qu'ils n'ont pas forcément au football, hein. Alors, on a tous commencé au foot, hein. Moi, le premier, hein. Le football est le sport roi et personne ne va contredire ce sport extraordinaire, mais c'est un sport qui est différent ouais, sur beaucoup de choses, à la fois sur le jeu en lui-même,
mais aussi peut-être sur des valeurs qui sont un peu plus rigoureuses, entre parenthèses. L'avantage du rugby, c'est que c'est beaucoup plus, là je parle bien sûr sur un point de vue éducatif, c'est beaucoup plus strict. C'est-à-dire que d'arriver à l'heure, le fait de toujours écouter l'arbitre, de toujours écouter l'entraîneur. La grosse différence avec le football, c'est que la relation avec l'arbitre est totalement différente. À partir du moment où vous parlez à l'arbitre et que vous n'êtes pas autorisé à le faire, vous prenez un carton jaune. Donc ça veut dire Ouais, que l'arbitre, parallèlement à une vie réelle, ça peut être votre papa, ça peut être votre professeur, ça peut être le policier. Et en fait, on se rend compte que le rugby est beaucoup plus une arme, entre parenthèses, d'éducation qu'un sport en lui-même. On retrouve, moi, ce qu'on a pu voir, et cette réalité, je prends cette équipe d'Algérie parce que j'ai eu la chance de m'en occuper à une époque, c'est que lorsqu'on a monté cette équipe nationale avec des joueurs qui avaient évolué un peu partout dans le monde, on s'est rendu compte que même s'ils avaient grandi dans des pays totalement différents, même s'ils avaient eu une éducation totalement différente, c'est des gens qui, entre parenthèses, avaient réussi, dans le sens où le rugby avait apporté un complément éducatif, en plus des parents, en plus de l'école, en plus de la religion, en plus de l'éducation, etc. Donc, c'était vraiment une valeur ajoutée dans le fait de devenir un homme, d'une femme d'ailleurs, oui. mais ça Mhm. permet de grandir plus vite, de pouvoir travailler en équipe et d'avoir un règlement strict qui vous permet d'avoir un parallèle dans la vie privée et professionnelle. Mhm. Que devient cette équipe nationale de rugby que vous avez réussi à monter, à entraîner, à la faire accéder à un niveau très élevé, au niveau continental? Aujourd'hui que vous n'êtes plus là, bah, la fédération est toujours là, j'imagine. Mais que devient le rugby en Algérie aujourd'hui? Ben écoutez, à l'époque, nous, on était parti à la dernière place africaine, c'était en 2016. Donc, on était classé 39e. Et aujourd'hui, en 2024, la fédération algérienne est classée troisième africaine, qui a quand même eu une Formidable. Bah évolution oui. importante. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est même aujourd'hui la fédération la mieux classée de toutes les fédérations collectives en Algérie. Même si la fédération algérienne est très peu connue, Mhm. euh, c'est c'est la, c'est la fédération la mieux classée sur un point de vue collectif sur le continent. Peut-être un peu moins après cette Coupe d'Afrique, je l'espère, avec nos confrères du football. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà ce qui est concret. Euh, il y a eu une évolution aussi au niveau de l'intérieur du pays, parce que c'est quand même la chose la plus importante. Mais il y a encore énormément de travail à faire sur le territoire algérien. Et en particulier sur un point de vue des stades. Puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs, on a beaucoup de clubs en Algérie qui veulent avancer. Mais malheureusement, il y a un problème d'infrastructure, on a un problème de stade. Et ça, c'est le plus gros point noir de l'évolution pour le Oui. rugby en Algérie. Là, on est Bah, même ils pas en partagent train. d'ailleurs les stades de foot en Tout à fait. général. Oui. En Mhm. fait, les dimensions par rapport à, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais les dimensions d'un stade de foot sont exactement les mêmes que les dimensions d'un stade Mhm. de foot. Après, on a une différence au niveau des traçages, au niveau des poteaux. Je sais qu'actuellement, il y a énormément de projets, il y a des travaux qui sont en train de se finaliser en Algérie. J'espère que nos clubs algériens pourront bénéficier dans un futur proche ou à moyen terme d'un peu plus de capacité pour faire évoluer ce beau sport à l'intérieur de nos frontières. Mhm. Alors, fort de cette expérience à Zozaï du rugby en France, on y reviendra tout à l'heure sur ce qui vous a amené au rugby, fort de l'expérience donc internationale en Afrique, maintenant en Asie, au Moyen-Orient. Vous êtes d'ailleurs responsable du volet partenariat. Déjà, quand on dit Asie, Moyen-Orient, c'est quand même une zone géographique très étendue, quoi. C'est quand même, voilà, c'est plusieurs pays, c'est différents pays, différentes cultures. Ça doit être passionnant, donc on doit être tout le temps en voyage. Qu'est-ce qu'on attend de vous exactement aujourd'hui dans cette fédération? Bah, le but de ce travail, ça va être de mettre en synergie le plus de personnes importantes ensemble, hein, c'est-à-dire les acteurs économiques, les acteurs politiques. Comme vous l'avez dit tout à Ah, l'heure, c'est un continent qui est quand même assez important, avec en particulier
les deux pays les plus peuplés au monde, hein, la Chine et l'Inde. Le Moyen-Orient qui joue un rôle très important actuellement sur un point de vue économique. L'Ouzbékistan, le Kazakhstan, la Thaïlande, la Malaisie et tous les pays. Donc, c'est des pays actuellement qui sont pour la plupart émergents, hein, surtout sur un point de vue économique, mais aussi Mhm. sportif. Il faut savoir que la Coupe du monde de rugby, c'est le deuxième événement, enfin plutôt le troisième événement après la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques en termes de spectateurs. Donc, c'est un événement planétaire. Et aujourd'hui, vous avez de plus en plus de pays qui poussent sur ce sport, en particulier pour deux choses. D'abord, sur un point de vue marketing, ce qui est tout à fait normal, financier, etc. Mais surtout sur un point de vue éducation. La Chine et l'Inde, Mhm. actuellement, qui ne sont pas forcément des pays importants dans le rugby, font un travail extraordinaire à l'intérieur du pays, essentiellement sur un point de vue éducation. La Chine a d'ailleurs développé un projet essentiellement à 80% féminin ce qui est, ce qui n'était pas forcément vendu de façon incroyable au départ, alors qu'aujourd'hui, la Chine a monté un projet féminin totalement incroyable, incroyable. Et là, vous avez des filles qui jouent partout. Bon, ils ont plus d'un milliard d'habitants, mais aujourd'hui, vous avez des filles qui jouent un petit peu partout en Chine au rugby. Et l'équipe Oui. nationale est en train de d'évoluer. Elle fait partie du top 3 asiatique, ce Mhm. qui n'est pas rien. Et le travail de la Chine avec les filles a été fou. Oui. Oui. On peut penser que le rugby existe, est développé en Chine et qu'il existe depuis plus longtemps, mais non, finalement. Même en Inde aussi. L'Inde qui est plus de culture anglo-saxonne, on pourrait penser que le rugby est très développé, mais visiblement, ça reste à développer. Mais alors, Zouzaï, dites-moi, la Nouvelle-Zélande, elle fait pas partie de votre, de votre zone géographique, c'est Non, l'Océanie. C'est bien dommage. non, Ils non, pas sont du tout. tellement. Non. C'est des Voilà, mais expériences qui sont différentes, hein. C'est des gens qui sont ouais, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. On est vraiment dans des pays où le rugby est quasiment obligatoire. C'est une culture ouais, qui est complètement différente. La Nouvelle-Zélande, ouais. pour la plupart, le rugby est intégré dans les écoles. Donc, ça veut dire que vous allez toucher quasiment 100% des hommes, et une grosse partie des femmes. Vous arrivez, et d'ailleurs, personne n'en parle, mais le fait que le rugby soit obligatoire dans les écoles permet d'avoir derrière un enfant, un adolescent avec une éducation qui est différente. Elle n'est pas mieux ou moins Mhm, bien, elle est juste différente. Vous arrivez avec un résultat d'une personne qui va arriver jeune adulte avec un cadre bien strict dans le sens où il a vécu, il a partagé des phases de combat, il a partagé des phases de sourire, il a partagé des ouais. victoires, des défaites. Le fait de pouvoir Des- entraider les personnes qui ouais, sont à côté de vous va faire de vous quelqu'un qui va avancer dans la vie avec une équipe autour de vous. Vos amis dans la ouais, vie, votre famille, vos collaborateurs, vos partenaires dans le travail. Et de ce fait, cette petite expérience que vous allez avoir quand vous allez être jeune va faire de vous adulte quelqu'un de différent. ouais. Même si les leur haka est impressionnant, c'est un cri de guerre, c'est des mimiques très qui peuvent faire peur. Mais derrière ça, vous nous dites, bah ça fait des citoyens éduqués, respectueux. Mais alors, ce cri de guerre là, c'est assez impressionnant à chaque match des All Blacks. Euh, c'est quoi? C'est pour motiver les troupes? Ils disent quoi d'ailleurs dans ce haka? Ils disent quoi au juste? C'est Non, mais pour en fait, resserrer les rangs? C'est pour faire peur à l'adversaire? C'est pourquoi? alors c'est plutôt des choses culturelles, hein. C'est des chants de guerre, comme nous d'ailleurs en Algérie on aurait pu très bien mettre en place les chants que les Moudjahidines avaient à l'époque avant de rentrer au combat. C'est-à-dire, c'est des chants qui vous permettent d'être motivé, de créer une osmose et de rentrer Mhm, dans, et d'oublier la peur. C'est des choses qui sont mhm, culturelles à différents pays, dont chez nous, hein. Ils ont mhm. réussi en fait à faire de ce haka une sorte de chant de guerre, mais aussi de chant marketing, puisqu'aujourd'hui le haka est connu à travers le monde. Oui. Mais la culture de la Nouvelle-Zélande existe d'une façon différente dans différents pays, dont la nôtre, hein. La chance d'avoir une histoire riche avec
avec différentes révolutions, je dirais entre parenthèses, permet aussi de garder un sens de ce qu'on est. Donc c'est vrai que Oui, la Nouvelle-Zélande, vous voyez aujourd'hui, les joueurs connaissent leur histoire. Ils propagent leur histoire. L'histoire des Néo-Zélandais est partagée avec le monde entier. Et pourquoi pas un jour avec d'autres pays, dans le nôtre, ça aurait tout son sens. On n'en est pas là encore, hein, parce qu'il faut avancer, il faut essayer d'avoir des résultats. Il faut d'abord promouvoir les éducateurs, les entraîneurs, les médecins, les arbitres, etc. Mais moi, je trouve ça très beau de pouvoir mettre en avant oui. son histoire et puis surtout de partager le sens du combat, et je dis bien le sens du combat dans les règles de la chose. Oui. Récemment, d'ailleurs, au Parlement, il y a une parlementaire c'est une image qu'on a vue un peu partout passer, qui a, je ne sais pas si on peut dire exécuté ou interprété ce haka au Parlement pour un petit peu dire qui elle est, d'où ils viennent et rappeler peut-être les massacres et les droits des autochtones. C'était, je pense, dans ce sens. Alors, sur un registre un peu plus personnel, même si votre carrière professionnelle est intimement liée à vos passions personnelles, qui est donc le rugby. Dites-nous, puisque vous avez dit tout à l'heure que petit et enfant, donc en France, je rappelle que vous êtes né en France, vous avez grandi en France, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Euh, Ouais. que vous jouez au ballon, enfin au foot, étant petit, comme j'imagine beaucoup de gamins. Et qu'est-ce qui vous a fait virer vers le rugby? Qu'est-ce qui s'est passé un jour dans votre tête? Le déclic que vous avez eu, c'était quoi? Euh, Moi, personnellement, c'est un peu marginal, hein. Moi, donc j'ai mon papa, j'ai mes oncles, hein, qui sont tous nés en Algérie, qui ont grandi en Algérie, mais j'avais un papa qui était passionné de rugby. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Il a ben dû voilà. regarder un jour un match à la télé, il était passionné de rugby. Oui. Donc, j'ai aussi mon oncle qui a joué en première division à l'époque en France. Donc, c'était assez rare, hein, de voir les Algériens jouer sur le territoire français et encore plus dans les premières divisions. Et donc, Mhm. j'ai un papa moi et mon frère d'ailleurs, hein, qui à 14 ans m'a dit tu vas au rugby et tu te tais. Donc, Ah, voilà. Donc, le ah, c'était rugby. comme ça. Ah oui, tout à fait, ouais. Et puis comme vous savez, comme j'ai des origines des Aurès, quand votre papa vous dit vous allez là, vous n'avez pas vraiment le choix. Donc Ah, voilà. c'était un ordre, quoi. C'était la volonté de votre père que vous fassiez du rugby. C'était sa Ah oui, tout à volonté. fait, ouais. J'étais pas du tout motivé à aller, mais pas du tout, hein. Pendant que tous les copains allaient jouer au foot, moi Eh ben oui. j'ai grandi dans un quartier comme beaucoup de personnes de ma communauté à l'époque. Et donc tout le monde jouait au foot. Et en fait, justement, je prends aussi mon expérience personnelle, hein, en termes éducatifs, c'est-à-dire que le rugby m'a permis de voir autre chose. J'étais dans un milieu où on était dans un milieu assez communautaire, hein, avec des confrères, bien sûr, à majorité algérienne, des Marocains, des Tunisiens, des Portugais, des Laotiens, des Sénégalais. Et on était sur les 2000 personnes qui vivaient dans ce quartier, entre parenthèses. On était deux personnes à jouer au rugby. Et en fait, il s'avère que le rugby nous permettait, sur un point de vue éducatif, tout en gardant nos valeurs, attention, je dis bien, hein, mais Mhm, d'avoir une approche et des règles qui étaient différentes. Je le voyais, moi, dans ma relation avec mes parents, à l'école, j'avais une autre vision qui n'était pas mieux ou moins bien, hein, mais qui était mhm, différente. oui. Donc après, vous avez fait carrière dans des clubs, voilà, en professionnel. Voilà, tout à fait. Après, j'ai joué dans différents clubs. Donc, j'ai commencé à Oyonnax, dans un club qui est aujourd'hui en première division. Ensuite, je suis parti à Tours, à Brive, à Limoges. Je suis parti jouer en Italie. J'ai eu la chance de pouvoir voyager avec le rugby. Ça m'a aussi donné la chance de rencontrer des gens totalement différents, avec des cultures totalement différentes, de pouvoir me mélanger avec des gens extraordinaires, de pouvoir apprendre, puis aussi de pouvoir partager, moi, ce que j'étais, mes valeurs, mon identité, mon pays d'origine. Voilà, et je pense que de pouvoir échanger avec des gens différents, ça, ça fait aussi avancer le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas l'Algérie, bah, du coup, j'ai pu, moi, donner ma petite expérience, mon petit vécu. Euh, de ce que j'étais, de ce qu'ont fait mes parents, de ce qu'ont fait mes grands-parents, avec d'autres personnes qui vivaient
en Australie, au Japon, en Russie, etc. Ça a été extraordinaire. Extraordinaire. Oui, Ça a été même pour moi une expérience de vie incroyable de pouvoir rencontrer des gens de tout horizon. Alors, en plus oui, de ça, quand vous êtes dans une même équipe, que vous allez au combat et que vous êtes des fois avec des religions différentes ou avec des idées différentes, c'est extraordinaire. oui, C'est extraordinaire de pouvoir. Et c'est là où on voit en fait que même si on est différent, l'être humain reste le même. Vous voyez, le fait, moi j'arrivais des fois dans des clubs qui avaient absolument rien à voir avec. Mais quand ils regardaient mon prénom, eh ben, les gens arrivaient sans que je demande quoi que ce soit. Eh ben, le repas, il était halal. Et je trouvais ça sur le respect mm, complètement fou que des gens qui vivaient dans la campagne, au milieu de la France, puissent me ramener de la viande halal à table sans que je demande quoi que ce soit. Et je c'est trouve une que attention appréciable, oui, oui, je trouve ce respect dans le monde du rugby euh, dingue et complètement fou. Et ça me donnait encore plus envie d'aider mes, gens, d'aider mes collaborateurs ou mes confrères sur le terrain. Parce qu'il y avait un respect qui était mutuel et, euh, et c'était beau, quoi. Voilà, c'était humain comme dans la vie de tous les jours. oui. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, à Zaïd, un jour, et que vous avez décidé de partir en Algérie, de créer cette fédération, de créer des équipes, des clubs? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'étiez pas seul, vous étiez avec d'autres amis, vous avez dit. Comment est venue cette idée de partir en Algérie? Est-ce que vous connaissiez bien l'Algérie? Vous connaissiez bien le terrain sportif auparavant ou pas? Alors moi, comme beaucoup de binationaux, hein, je venais à l'époque très jeune, je venais essentiellement, donc moi je suis du côté de Trenchla, donc je venais avec mes parents pendant les vacances, je connaissais pas l'Algérie en profondeur. En 2007, en fait, il y a une personne qui s'appelle Mourad Kelal, qui avait fait une annonce sur un journal de rugby spécialisé et qui avait demandé, qui avait fait un sondage sur les joueurs d'origine algérienne sur le territoire français. Mhm. Et autour, en fait, de ce document, il y a plusieurs personnes qui se sont réunies pour pouvoir, pour pouvoir organiser un événement. Donc, en fait, en février 2007, on a organisé un match amical face à l'équipe de la Tunisie, avec une équipe qui n'était ni reconnue, une équipe un petit peu, comment vous dire, Bah, non officiel, quoi. une équipe non officielle. Donc, on s'est retrouvé avec un groupe de 25 personnes, donc 25 Algériens qui ne se connaissaient pas, qui s'étaient jamais vus, avec un maillot, avec un drapeau, avec un petit fennec sur le cœur droit. Et tout a commencé comme ça. Et il s'est avéré que cette équipe qui n'est jamais joué ensemble, jamais entraîné ensemble, bah, on s'est retrouvé sur un match non officiel face à une équipe nationale de la Tunisie qui avait beaucoup d'expérience. Et en fait, ben, ce jour-là, il y a eu une victoire de cette équipe non légitime algérienne. Et puis, bah, suite à cette victoire, il y a eu un processus qui a fait que, avec la synergie de plusieurs personnes, l'accomplissement de la création de la fédération, l'accomplissement aujourd'hui d'un résultat de l'équipe nationale qui fait qu'aujourd'hui, ben, l'Algérie est connue, même si euh, euh, l'Algérie n'est pas, l'équipe nationale algérienne de rugby n'est pas vraiment connue en Algérie. Ce qui est Oui, paradoxal, c'est qu'elle est beaucoup plus oui, connue dans le monde à que dans le l'extérieur, oui, c'est pays. vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. Et, à l'époque, je me souviens, lorsque vous organisez des tournois en Algérie, j'étais surprise d'apprendre qu'il y avait des équipes en Algérie et qu'il y avait des équipes féminines, notamment Amsila, et qui était même championne, qui était arrivée en tête de classement. Tout ça, effectivement, nous-mêmes avions été surpris de l'apprendre. Et puis depuis, ils ont fait du chemin et c'est très bien. Alors, on continue à vous découvrir sur un plan personnel à Zouzhaïb, à travers vos goûts culinaires, par exemple. Quelle est la cuisine que vous préférez le plus? Et est-ce que vous cuisinez vous-même? Alors moi, la cuisine que je prépare, moi je cuisine un petit peu, hein. Je cuisine un petit peu parce que bah,
Et quand vous vivez seul, c'est plus simple de cuisiner soi-même, hein. Il n'y a pas y a pas de mystère. Mais la cuisine Mhm. que je préfère, c'est celle de maman, hein, pour être clair, comme beaucoup, Bien comme beaucoup de sûr, confrères. oui. Donc, moi, je suis très basé. Après, j'essaye de faire attention aussi un petit peu à moi, parce que forcément, bah, quand vous prenez de l'âge, toutes les spécialités de chez nous, c'est pas forcément la meilleure des choses de façon régulière, mais euh, moi, je suis plutôt Diététiquement légumes. parlant, oui, Voilà. Moi, j'essaie de cuisiner assez simple, hein, c'est-à-dire protéines, poulet, poisson, légumes, le plus souvent possible. J'évite tout ce oui. qui est féculent, tout ce qui est pâtes, riz, la semoule, le pain. C'est pas forcément des choses qui sont bénéfiques sur le long terme, en tout cas pour moi. Donc, de ce fait, je suis assez limité. Puis, comme j'ai un physique qui est un peu plus important que la moyenne, bah, du coup, j'essaie de faire attention. Donc, pour l'instant, c'est plutôt légumes et protéines. Voilà. Oui. Et quel est le plat que vous préférez, votre maman, que vous préférez le plus? Borbocha. El berboucha, donc ça vient de l'Est. Rappelez-moi comment ça se présente comme plat. Non, non, mais c'est une sorte de couscous, hein. C'est le vrai couscous Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, dans donc toute c'est le couscous que vous appelez grandeur. berboucha. Ouais, tout à fait. Ah, d'accord. Très bien. J'imagine sauce rouge, un peu épicée, un peu relevée. Ouais, ça dépend. Bah, nous, à l'époque aussi, on avait le couscous avec le lait, hein, qui est pas forcément mangé sur tout le territoire, mais nous, on mangeait beaucoup ça. C'était des plats qui étaient assez communs, en tout cas, à la maison quand j'étais plus jeune. Très bien. En musique, alors, qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous aimez écouter comme musique? Écoutez, moi, je suis assez polyvalent sur tout ce que j'écoute, hein. J'aime beaucoup la musique française, mais pas la musique française. J'aimais beaucoup écouter Balavoine, Michel Berger à l'époque, Francis Cabrel, hein, c'était tout bête, hein. Mais j'aimais beaucoup écouter Edith Piaf aussi. C'est des musiques que j'aimais beaucoup écouter, puis j'écoute encore un petit peu actuellement. Et après, concernant la musique de chez nous, bah forcément à la maison, on écoutait la musique Chaoui, puisque maman en particulier aimait bien écouter ça. Donc il y a toujours cette culture qui reste ancrée à l'intérieur. Ça rappelle, lorsque vous écoutez les musiques d'antan, en tout cas les musiques que moi j'avais à la maison, sur un point de vue familial, il y a beaucoup de nostalgie, puisqu'il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent. En Oui, tout cas, je reste ancré comme beaucoup, hein, comme une majorité à mes origines, à mon pays et puis surtout à mon histoire qui est quelquefois un peu, comment vous dire, cette nouvelle génération qui arrive. euh, on n'a pas l'impression que l'histoire est oubliée, mais je pense que c'est important à chaque fois de l'acquérir. Mais pas forcément sur le. C'est qu'un avis personnel, hein, ce que je vais vous dire, hein. J'ai une oui, passion pour l'histoire. Pour moi, l'Algérie ne s'arrête pas à 54-62. C'est un bien sûr. événement c'est un événement qui est très important pour nous, que cet épisode de l'Algérie doit être absolument partagé avec les futures générations. Mais je pense que Mhm. l'Algérie a un passé qui est incroyable et extraordinaire. Et en particulier sur ce qui s'est passé entre 1830 et jusqu'à 62, mais bien avant. On a en fait une culture, on a une histoire, on a un mélange aussi d'ethnies, hein, avec d'autres populations, hein, qui sont venues cohabiter avec nous dans le passé. Et cette histoire berbère mélangée avec les Arabes, avec les Phéniciens, avec les Romains, avec toutes ces communautés, avec les Turcs, hein, qui sont venus aussi cohabiter avec nous, je pense elle est importante. Elle est Et importante oui, bien sûr. de connaissance. Et j'essaye de me battre à mon petit niveau avec ça, avec tous mes confrères et avec les gens en Algérie, mais aussi avec la diaspora, pour mettre en avant cette histoire qui est incroyable, avec des hommes et des femmes qui ont fait bah, que ce pays aujourd'hui est intelligent, est libre, est indépendant. Mais l'histoire de l'Algérie ne s'arrête pas à quelques années. Elle est très importante dans son histoire. Et pour ma part, j'essaye de me battre à la fois pour découvrir encore des nouvelles choses jour après jour, mais aussi pour essayer de partager avec mon petit, comment vous dire, mes petites connaissances.
ben, l'histoire de mes ancêtres, de mon pays et de tout ça, voilà, tout simplement. C'est une richesse, effectivement, c'est une richesse. Il faut la considérer comme une richesse et non une source de problèmes. Alors, rapidement, en lecture, vous avez le temps de lire. Et ce serait quoi comme type de livre? Plutôt roman, histoire, sport? Alors, je ne lis pas trop dans le sport, hein, puisque j'y suis beaucoup, mais comme je vous disais, moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, donc j'aime beaucoup l'archéologie, en particulier l'Égypte, donc c'est quelque chose qui me passionne. Ah oui, J'ai beaucoup aussi de passion pour le bien-être. Alors, je m'y intéresse parce que, ben, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, moi, j'ai eu un papa hein, qui m'a mis dans le rugby. Il y a une époque, donc papa est parti là, mon père est parti il y a quelques ah oui, années. Et de ce fait, je me suis intéressé, en fait, comme j'ai passé du temps avec lui dans les hôpitaux, donc du coup, je me suis intéressé à la médecine, hein, bien sûr, à un tout petit niveau, mm, mais et avec le temps au bien-être. Donc du coup, j'ai une passion pour ce sujet, l'alimentation, la relaxation, la psychologie, le fait de voir les choses de façon positive, les gens qui vous ouais. entourent, etc. Donc c'est quelque chose qui me passionne Et de façon philosophie de personnelle. vie. Oui, tout à fait, tout à fait. Et Mm, puis surtout, mm, le mm. fait aussi de pouvoir m'aider moi-même et aussi de pouvoir aider les autres sur un cercle privé, bien sûr, hein, quand les choses sont possibles, ou en tout cas partager l'expérience que j'ai eue, que j'ai vue aussi. Et puis aussi, bah, bien sûr, essayer d'enregistrer l'expérience des autres pour pouvoir avancer moi et toutes les personnes qui m'entourent. C'est plutôt film ou série? Les deux. Les deux, Les deux. Ouais, je suis plutôt film selon, et série, tous les deux. Ouais. ouais, selon le sujet. Bon, alors, avant de nous quitter, Azuzaïb, je vais vous poser la question rituelle de Diasporama. Alors, cette question, lorsqu'elle est adressée aux Algériennes et aux Algériens qui ont fait la démarche de partir et d'émigrer, euh, leur est vraiment destinée parce que ils emportent toujours quelque chose d'Algérie. Mais alors, vous, qui êtes né en France, qui avez grandi en France, qui avez vécu votre expérience en Algérie, puisque vous avez créé cette magnifique fédération, cette magnifique équipe nationale de rugby, en quittant l'Algérie à la fin de votre mission, qu'avez-vous emporté de cher à votre cœur et à vos yeux? Moi, ce que j'ai emporté, ce que j'ai vécu en Algérie et ce que m'ont éduqué mes parents, mais ce qui m'a conforté lorsque je suis resté presque une quinzaine d'années en Algérie, c'est c'est vraiment l'amour pour ce drapeau. C'est concevable, en fait, lorsque vous êtes amené à voyager, c'est que, et même lorsque vous êtes en Algérie, c'est que l'Algérie, c'est très grand. Vous avez donc des cultures différentes, d'Alger à Tamanrasset, d'Oran jusqu'à Annaba, Khenchela, Constantine. On est dans un même pays, on travaille tous pour le Oui, même drapeau, mais selon la région, on a des cultures, on a des choses qui sont totalement différentes. Et ce qui est complètement incroyable, c'est que lorsque vous êtes amené à voyager à l'intérieur du pays, même pour des Algériens qui n'ont jamais vu l'Algérie de leur vie, il y a il y a un amour pour ce drapeau qui est complètement inconcevable à imaginer. Et moi, c'est souvent, en fait, j'ai beaucoup plus comment vous dire, j'ai beaucoup plus et, d'interrogations sur mm, ces gens, en fait, sur cet amour qu'il y a pour le drapeau avec des Algériens qui sont à l'étranger, qui n'ont jamais vu le pays. Il y a des gens qui sont prêts, qui n'ont jamais vu l'Algérie et qui sont prêts à mourir pour le drapeau algérien. Et en fait, si vous voulez, c'est c'est cet amour. Bon, pour les Algériens qui sont en Algérie, il n'y a même pas d'ambiguïté, il n'y a même pas de discussion à avoir puisque la chose est là. Mais pour moi, l'interrogation, c'est de rencontrer des Algériens qui n'ont jamais vécu l'Algérie, voir des personnes qui sont d'origine algérienne, métissées, c'est-à-dire qui ont eu seulement, par exemple, un grand-père algérien, mais qui restent, eux, 100% algériens. Et et je trouve cet amour pour ce drapeau unique
au monde. Alors, Ouais. bien sûr, ça fait un peu chauvin et ça fait un peu patriote, mais Ça fait très algérien, oui, en oui, oui. effet. Mais, mais, Oui. mais Mais c'est pas un mythe, hein, l'Algérien, le rapport qu'il a avec son drapeau, partout, maintenant, ça se sait. C'est-à-dire qu'on voit le drapeau algérien, même dans des lieux ou des événements où l'Algérie n'est pas en compétition, etc. Donc, il y en a toujours un qui va brandir le drapeau algérien où qu'il soit. non, par contre, C'est il dans y a un sujet, l'ADN. il y a un sujet qui est beaucoup plus important derrière tout ça. Et je m'excuse, je vais peut-être un peu être hors sujet lorsque je veux dire ça, mais on a beaucoup d'Algériens qui ont réussi dans différents domaines à travers le monde. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire moi dans ce que j'ai réussi pour mon pays? Oui, Alors, pour mon pays, c'est une grande image, mais qu'est-ce que je peux faire moi, par exemple, dans ma spécialité pour un enfant en Algérie? Parce que la plupart des Algériens qui ont réussi à travers le monde, ils ont réussi seuls. Lorsque vous les regardez, lorsque vous discutez avec eux, lorsque vous les analysez, vous vous rendez compte que dans la science, dans le sport, dans l'économie, dans tous ces domaines, vous avez énormément d'Algériens qui sont en France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en Chine. Et ces gens, ils ont réussi de façon individuelle. Et oui, souvent, ces individualités, ces réussites individuelles à travers le monde, elles ne reviennent pas au pays. Et ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire comment ce monsieur X qui a réussi dans un certain secteur d'activité, comment cette personne va donner un- une valeur ajoutée à cet enfant qui va vivre à Ouargla ou qui va vivre à Constantine ou qui va être à Oran. Et ça, en fait, c'est une vraie question. C'est un vrai c'est un appel, débat. c'est un appel que vous lancez aussi aux Algériennes du monde, parce que vous, c'est une question que vous vous êtes posée, à laquelle vous avez répondu et vous avez agi pendant une quinzaine d'années en Algérie. Est-ce que Bah, c'est un message que vous voulez faire passer à moi, je ceux fais pas qui de vous écoutent aujourd'hui? Moi, je fais pas de politique, hein. J'en ai jamais fait et ça ne m'intéresse pas du tout. Mais par contre, quand je vais en Algérie, je regarde ces enfants qui ont 10 ans, 14 ans, 15 ans, dans toutes les villes où j'ai eu la chance de voyager en Algérie. Et je me pose toujours la question en me disant, euh, à mon petit niveau, qu'est-ce que je peux faire pour lui? C'est la Oui, vraie question, elle est là. oui, Dans ma spécialité, mais aussi dans tous mes confrères qui ont eu une expérience différente de moi. Qu'est-ce que je peux faire moi pour ce gamin de 10 ans et ce gamin de 14 ans? Comment moi, à mon petit niveau, je peux lui apporter une petite valeur ajoutée? Et je pense que oui. demain, et je sais que le président de la République est beaucoup plus ouvert à ce sujet. J'ai écouté encore dernièrement des appels sur le fait de revenir au pays et de faire des choses concrètes. La question, c'est comment cette logistique, elle se fait de façon pragmatique, comment on Mm. avance avec une structure compétente sur le territoire algérien qui va faire en sorte de ramener tous ces actifs de l'étranger sur le territoire algérien pour avoir une parfaite synergie. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet de, 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 de polémique importante à travers le sport, hein, mais à travers, il y a des sujets beaucoup plus importants, hein. La sécurité, le médical, l'économie, Oui, chacun le dans son bien-être. domaine. Oui, Voilà, pour moi, c'est un vrai sujet. Et je pense que cet amour qui existe à travers le monde pour ce drapeau, à mon avis, c'est le premier argument. C'est pour ça que ça me fait réfléchir à ce sujet. Mais je pense qu'un jour, j'espère que ce sujet sera débattu de façon rigoureuse et qu'on arrivera à trouver une solution pour apporter un bien-être supplémentaire à tous nos enfants en Algérie. on l'espère en tout cas. On va se quitter sur cette note optimiste et sur cette interrogation. J'espère que les choses s'organiseront effectivement parce que beaucoup de personnes comme vous, effectivement, se posent non seulement la question, mais expriment la volonté de venir partager une expérience, des connaissances avec les Algériens du pays. Voilà. Merci à Zouz Aïb, en tout cas, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de faire votre diasporama à partir d'Abu Dhabi, où vous êtes maintenant appelé à des fonctions continentales, mais plutôt Asie-Moyen-Orient, hein. Donc, c'est une nouvelle expérience qui démarre pour vous. On vous souhaite beaucoup de succès après Merci ceux que beaucoup. vous avez réalisés en Algérie et sur le continent africain également. Et je remercie nos spectateurs qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Et vous pouvez bien sûr la revoir sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, la chaîne YouTube et le site web.
Merci à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.